On revient avec vous, Éric Chantelot. Vous êtes le directeur du pôle Rhône-Méditerranée à l'IFV et expert national éco-phyto. On revient sur ce focus cuivre. Quelles sont les solutions à venir, Éric Chantelot? Donc, faut que je le mette en diaporama. Le temps que l'ordinateur diffuse les documents. Excusez-moi. Oui, donc par rapport à votre question, donc on va d'abord aborder la partie cuivre, puisque c'est un enjeu important et c'est la molécule principale. Et la fin de la présentation abordera et répondra un peu en partie à votre question, et on pourra répondre à des aspects de la salle sur les autres alternatives ou autres solutions que le cuivre. Je vais rebondir sur le contexte réglementaire que vient de présenter Emma. Donc effectivement, on est sur 28 kg par hectare sur 7 ans, donc avec 4 kg par hectare par an avec un mécanisme de lissage. C'est ce qu'a proposé donc, la réhomologation du cuivre au niveau européen. Maintenant, l'enjeu, et je vais revenir un peu sur ces 3-4 points un peu de détail, l'enjeu il est au niveau national. Pourquoi? Il y a 3 points importants au niveau national, puisque en fait, le cuivre, c'est une molécule, une matière active, qui est homologuée à l'Europe. Pour toute molécule homologuée à l'Europe, les pays ont la charge de donner des autorisations de mise sur le marché des spécialités commerciales, donc des noms de produits que vous connaissez qui contiennent du cuivre. Dans ce cadre-là, il y a 3 questions qui se posent aujourd'hui sur lesquelles on n'a pas de réponse. Dans le cadre de l'avis européen, le cuivre est resté classé comme une molécule dite candidate à la substitution. Ce qui veut dire que chaque pays européen est censé évaluer la spécialité par spécialité, la possibilité de substituer cette matière active à une autre. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir, au niveau français, il va falloir justifier la nécessité de maintenir le cuivre dans un programme de protection. Alors, cet aspect-là est assez évident pour le bio. Par contre, pour le conventionnel, on peut se poser des questions si le cuivre restera homologué au niveau conventionnel, puisqu'au niveau du conventionnel, il y a d'autres alternatives, d'autres produits qui existent que le cuivre. Donc potentiellement, on peut peut-être avoir demain des approches différentes entre le conventionnel et le bio. Deuxième question, c'est sur ce point important alors, de ce lissage. On ne sait pas comment aujourd'hui les pouvoirs publics français vont prendre en compte quelle dose ils vont appliquer pour calculer les risques, spécialité par spécialité. Est-ce qu'on part sur 4 kg, puisque l'évaluation fait par an? Donc est-ce qu'on part sur 4 kg par an, sur 5 kg, sur 6, sur 7 ou sur 8 kg par an? Puisqu'on pourrait aller jusqu'à 8, puisqu'on a un phénomène de lissage. Donc jusqu'où on met le curseur? En fonction de ce qui va être décidé par les autorités françaises, on risque d'avoir systématiquement une ZNT supérieure à 50 mètres, quelle que soit la spécialité de cuivre. Si on est sur du 4 kg, on reste à 4 kg, mais vous n'aurez pas la possibilité de lissage. Donc vous n'aurez pas. Et si on passe à 6 ou 7 kg, qui est la dose qui va servir à évaluer le risque, on va avoir une ZNT de 50 mètres pour tous les cuivres. Donc un enjeu important. Deuxième point, c'est que dans l'avis de l'EFSA et européen, il a été identifié des risques pour le travailleur. Qu'est-ce que ça se traduit comment, spécialité par spécialité au niveau français? Ça va être très certainement le port de pays obligatoire post-DRE pour tout usage de cuivre. Ce qui se traduit par vos entrées, un travailleur va relever la vigne, il est obligé de porter un EPI. Un travailleur va récolter du raisin, il est obligé de porter un EPI. Donc ça veut dire que demain, il est possible que la réglementation s'oriente vers ces contraintes-là en termes d'utilisation du cuivre, qui sont des contraintes énormes pour la filière bio, bien entendu. Je pose ces questions-là, je n'ai pas les éléments de réponse, je vous indique juste les enjeux demain du cuivre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le cuivre a été réhomologué dans une classe aujourd'hui qui semble satisfaire les pratiques de ces 28 kg lissables sur 7 ans que l'on a résolu tous les problèmes et qu'on sait exactement comment le cuivre va pouvoir être utilisé demain. Bon, introduction peut-être un peu plombante, mais il fallait peut-être la faire. Ça, c'est dit. Voilà. On va maintenant rentrer dans l'aspect cuivre. Donc, par rapport au bio, il y a les problèmes, l'utilisation de produits de contact, c'est l'effet lessivage. Donc, je vais revenir sur ces aspects-là. Quelle forme de cuivre utiliser très rapidement? Et également, est-ce qu'on peut travailler avec des doses réduites? Sur l'aspect lessivage, je reprends une évaluation de laboratoire qui avait été faite il y a déjà quelques années, qui indiquait pour 2 formes de cuivre, vous avez ici 2 courbes représentant en fonction des millimètres hauteur de pluie sur l'axe horizontal, donc 5, 10, 15, 20, 25, etc.
et qui montrait très nettement que c'était les premières pluies des 5 mm. On avait une perte de quantité résiduelle de cuivre au niveau de la feuille, mesurée en laboratoire, je le précise, qui chutait très rapidement. Par contre, par la suite, même si on arrivait sur 35 ou 40 mm, on était assez stable en termes de perte et on était autour de 40% de doses résiduelles. Ces premières évaluations faites en 2004, on a pu la compléter par la suite avec une application face par face faite à 750 grammes de cuivre métal au champ. Et on a évalué, après une pluie naturelle de 25 mm, de 18 mm et une autre qui arrivait à près de 65 mm dans le cas de cette étude-là, le pourcentage de cuivre qui restait. Donc on part d'une dose de 100 et on se rend compte que la première pluie de 25 mm fait chuter de 50% la quantité de cuivre qui reste. Par contre, les pluies suivantes ne font pas tellement changer la quantité résiduelle de cuivre. Donc en fait, ça c'est un point important, qu'aussi bien au niveau laboratoire qu'au niveau étude au champ, on a pu mesurer que finalement c'est vraiment les premiers millimètres qui vont entraîner le lessivage du cuivre. Donc c'est pas la peine trop de dire c'est tant de millimètres, c'est 20. Alors on a l'habitude de parler de 20 mm de pluie lessivante, mais il faut tenir compte peut-être d'autres enjeux aussi. Et donc la pluie est un phénomène important dans le lessivage qui va réduire fortement la quantité de cuivre qui va rester sur le végétal. Donc il faut effectivement en tenir compte. Est-ce qu'il y a une forme de cuivre qui tiendrait mieux à la pluie? Vous avez ici un graphique qui représente différentes solutions étudiées. En bleu foncé, vous avez la quantité de cuivre qui est mesurée avant la pluie. En bleu, entre les deux, on va dire un bleu roi, vous avez la pluie après 24 mm. Et en bleu clair, une pluie de 24 mm, et donc le cuivre qui reste après 24 mm. Et en bleu clair, après 42 mm de pluie. Alors les quantités initiales peuvent être différentes, mais ce que l'on constate globalement pour l'ensemble des formes de cuivre, c'est qu'on a, là aussi, c'est la première pluie, quelle que soit la forme de cuivre, qui va entraîner la perte réellement, le lessivage du cuivre présent sur le végétal. Vous avez sur le dernier, complètement à droite, le dernier histogramme représente en fait la moyenne de toutes ces formes de cuivre. On retrouve les informations identifiées précédemment, à savoir que dès qu'une pluie arrive, on a une perte de 30, 40, voire 50% du produit qui était mis sur la végétation. Donc on peut difficilement identifier vraiment de grosses différences entre les différentes formes de cuivre, et il vaut mieux garder en tête que quel que soit le cuivre que vous allez utiliser, soyez vigilant sur la pluie qui va intervenir par la suite. La notion de réduction de la dose de cuivre, est-ce que c'est possible? Alors là, juste, vous le pratiquez en bio depuis plusieurs années, donc on sait que c'est possible. Je vais juste mettre un exemple ici, sur un test qui a été fait en laboratoire également, donc sur des disques de feuilles. On fait une application, on contamine et on note sur ces disques de feuilles la quantité de mildiou présent. Donc on est en situation de laboratoire, donc on est sur des pressions importantes puisqu'on contamine, donc on apporte le champignon sur chacun des disques de feuilles, donc on a une forte pression. Ce que l'on constate ici, j'essaie de retrouver donc différentes doses de cuivre, 50, 100, 200, 400, 500 et 750 grammes de cuivre. Et ce que l'on constate effectivement, c'est que dès 200 grammes de cuivre, dans ces conditions-là, on est sur une bonne efficacité, même à faible dose du cuivre, et que 400, 500 ou 750 grammes, finalement, maintiennent le même niveau d'efficacité de 100% dans le cas de cette étude de laboratoire. Donc, cette étude de laboratoire permet de confirmer la pratique, j'ai envie de dire, à savoir qu'il est envisageable, à partir du moment, et je reviens sur ce que je présentais tout à l'heure, où on a bien pulvérisé, bien appliqué le produit au bon endroit, vous pouvez envisager des doses de cuivre réduites par rapport à l'homologation qui est de 500 ou 750 grammes en fonction des spécialités commerciales. Un point rapide, je vais essayer, pour revenir sur la situation de l'année 2018, pour voir un peu ce que ça veut dire. Donc, en fait, j'ai essayé de représenter ici un cas typique représentant la pluviométrie que l'on a eue en 2018 en Occitanie, sur l'arc méditerranéen. Alors, je ne sais plus à quelle commune ça correspond, mais on peut retracer ce schéma à peu près dans tout l'arc méditerranéen. Vous avez donc toutes les pluies qui sont mentionnées ici en bleu, et en rouge, les traitements qui, après coup, on se dit, si on avait travaillé de cette manière-là, on n'aurait pas eu de problème. Donc, première constatation, c'est qu'il fallait intervenir avant le 29 avril si on voulait démarrer correctement. Le moindre démarrage tardif, à partir du 3-4 mai, on avait déjà 2 épisodes pluvieux qui, les modèles que l'on avait travaillés, montraient une contamination sur ces épisodes pluvieux-là. Donc on passait déjà 2 cycles de contamination et on intervenait en curatif et non plus en curatif, en préventif.
Donc l'importance d'intervenir pour l'année 2018 précocement. Pour 2018, c'était avant fin avril qu'il fallait intervenir. L'autre point important à noter ici, c'est la cadence de renouvellement. On est parti sur une logique dans notre schéma où on renouvelait à partir de 20 mm de pluie, ou sur la fin de saison, vu la situation qu'on a connue cette année avec des très très fortes pressions, il fallait peut-être pas attendre 20 mm, puisqu'on a pu constater précédemment dans ce que je vous ai présenté au niveau des diapositives, qu'à partir de 5 ou 10 mm de pluie, on avait déjà une forte perte de produit sur le végétal. Donc ce que je voulais indiquer ici, c'est que les cadences, il fallait les caler par rapport à la pluie, et non pas par rapport à ce qu'on connaît tous les 7, tous les 10 jours. Mais il y a des cadences qu'il fallait faire tous les 4 jours, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, tous les 5 jours, tous les 6 jours. Donc il fallait être très très vigilant. Et ça, c'est une question qui est compliquée, parce qu'en tant qu'organisation de chantier, être capable d'intervenir sur l'ensemble d'exploitation en une journée, et l'autre point important, vous avez 4 périodes que j'ai identifiées ici sur lesquelles on n'avait qu'un jour, voire 2 jours pour intervenir et pas plus. Autrement, on intervenait en curatif après une pluie lessivante ou une pluie contaminatrice. Donc on était dans des situations réellement compliquées compte tenu de cette climatologie en 2018. Cadence serrée, période pour traiter de 24 heures maximum dans certains cas de figure, si on ne voulait pas intervenir en curatif, et démarrage précoce de la lutte indispensable. C'est un cas générique, c'est un cas général. Il y a beaucoup de cas particuliers. C'était juste pour essayer d'identifier les points clés de réussite dans une stratégie de lutte mildiou avec du cuivre, produit de contact uniquement cette année. Et je termine sur les aspects alternatifs. Donc elles ont déjà été citées par Nicolas, donc Bastide Blason, Roméo, Limocide, Prévin Plus. Des résultats d'études qu'on a pu conduire en 2016, où on a positionné ces produits toute la saison. Alors pour illustrer, vous avez donc le produit de biocontrôle sur le première barre, là, intitulé, je ne sais pas si vous voyez le nom, c'est peut-être pas sûr, si, tout en bas, M11. Vous avez une bouillie bordelaise ensuite à pleine dose, une bouillie bordelaise à demi-dose et une bouillie bordelaise à demi-dose, plus le produit de biocontrôle associé. Sur feuille, premier graphique à gauche, pas de différence entre les différentes solutions appliquées. Sur le graphique de droite qui représente les grappes, ce que l'on constate, c'est que le biocontrôle seul est autour de 45%, 50% d'efficacité sur toute la saison. On est dans des situations d'expérimentation avec contamination, brumisation, donc le milieu est présent. On n'est pas sur une parcelle naturelle. Donc en 2016, on était sur des conditions où la destruction des témoins était quasi totale en fin de saison. Donc on a quand même 45 à 50% d'efficacité de ce type de produit positionné toute la saison. La bouillie bordelaise, bon, à pleine dose, avait une très bonne efficacité autour de 90%. La demi-dose bordelaise, 75%. Et effectivement, on peut constater ici qu'on avait gagné un petit quelque chose en ajoutant le produit de biocontrôle à la bouillie bordelaise, sur grappe, on arrivait autour de 80-85% d'efficacité. Autre essai où là on a fait un travail un peu différent, c'est-à-dire qu'on a positionné le produit uniquement après la fleur, donc programme classique jusqu'à la floraison et fin floraison. Positionnement du produit de biocontrôle, toujours le M11 identifié ici, après la floraison, donc sur la fin du cycle végétatif, sur une situation saine. On est sur une logique où on est dans un témoin avec destruction sur feuille, une présence, une intensité de l'ordre de 35%. Sur grappe, pareil, on est autour de 40% de dégâts sur grappe. Bon, ce que l'on constate, c'est qu'on n'est pas du niveau d'une bouillie bordelaise, hein, c'est clair. On a quand même un graphique où on voit bien que la modalité M11 garde une présence en fréquence ou en intensité sur feuille ou sous grappe relativement importante. Mais l'efficacité ne peut pas être considérée comme nulle. Donc c'est ce point-là que je pense qui est important à avoir en tête, c'est que effectivement, il faut évaluer produit par produit ce qu'ils peuvent donner. On sait très clairement, et vous l'avez rappelé, que ça ne va pas remplacer un cuivre demain, mais que ça reste des solutions qui apportent une efficacité, et si elles sont homologuées, ce n'est pas pour rien. Donc dans mon propos, moi je confirme qu'on ne peut pas substituer les solutions de biocontrôle aujourd'hui présentes sur le marché au cuivre en tant que tel. Moi je serais un peu plus... Je n'aurais pas tout à fait la même position que Nicolas, où je pense que ce n'est pas toujours très intéressant de les associer à des doses réduites de cuivre, parce que les doses réduites de cuivre, comme on l'a pu le voir dans certains cas de figure, restent efficaces pour ce qu'elles sont, et n'ont pas forcément un petit plus. Alors voilà, c'est une petite nuance par rapport à ce qu'a présenté Nicolas tout à l'heure. Et moi, j'aurais plutôt tendance à essayer de trouver des solutions, au cas par cas, pour utiliser ces produits de biocontrôle en alternance avec du cuivre. Alors en les positionnant dans des conditions bien spécifiques. En cas d'absence de milieu, c'est-à-dire ce que veut dire qu'il n'y ait aucun symptôme sur la parcelle, et qu'on soit sain, et dans le cas où on est sur une pression faible à moyenne,
et non pas sur une forte pression comme 2018 où là on faisait exploser le système. Donc voilà, on est sur 50-60% d'efficacité de ces produits et dans un certain cas de situation, il me semble qu'il pourrait être appliqué spécifiquement solo, mais bon, c'est tout à travailler, on n'a pas encore tous les éléments pour le faire. Bon, je conclue très rapidement. Un produit contact, on a vu, les premiers millimètres sont les suivants, donc ça va diriger la stratégie d'application et de renouvellement des programmes. Pas de grande différence entre les différentes formes de cuivre, donc c'est pas la peine d'aller se compliquer la vie à essayer de comprendre est-ce que ce cuivre-là sera mieux que l'autre. Partez sur le principe que tous vont être lessivés et tous ont à peu près la même capacité de lessivage. Les produits peuvent être efficaces à des doses relativement faibles, mais donc là on revient sur la notion de répartition homogène sur le végétal, qualité de pulvérisation qu'on a évoqué, et on revient sur ces aspects-là. La face inférieure des feuilles sur milieu qui pose problème, et donc vraiment un enjeu fort sur cette pulvérisation indispensable au niveau du vignoble. Et puis donc le biocontrôle, je pense qu'il faut qu'on continue à le travailler ensemble. Nous, on y travaille toujours à l'IFEV de façon importante. On n'est pas encore à vous proposer des solutions pour remplacer le cuivre, mais bon, pourquoi pas un jour on y arrivera, où on trouvera des solutions plus performantes que ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a rien d'immédiat. Non. Il n'y a pas d'approche immédiate et c'est au cas par cas. J'ai envie de dire sur le biocontrôle, je ferai un parallèle un peu avec ce qu'évoquait Julien sur le travail du sol. Ben, ça va être aussi au cas par cas aux viticulteurs de s'approprier ce type de produit et ce n'est pas forcément nous techniciens qui pouvons, contrairement à ce qu'on a fait avec des produits conventionnels ou avec du cuivre, donner des règles de décision et d'application très strictes parce qu'il y a le contexte de la parcelle qui va rentrer en ligne de compte. On va l'aborder dans quelques instants. Merci à vous, Eric Chanteloup.